qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors ça c'est parce que ça c'est, je sais que c'est une notion que vous développez sur l'immigration et le fait que l'immigration puisse, on va dire, euh, entre guillemets, perturber justement le sens révolutionnaire qui existe chez, on va dire, chez les peuples européens, qui voudraient revenir à ça. Et l'immigration vient Alors, si diluer vous voulez, ça. de toute manière, il faut toujours se dire que quand on pose une question, elle doit être posée au regard de la lutte de classe. On ne peut comprendre l'immigration comme phénomène démographique et comme stratégie capitaliste qu'au regard de la lutte de classe. Marx, dans le premier livre du Capital, développe un concept sur la surpopulation relative, sur les surnuméraires et sur l'armée de réserve. Et sur l'armée de réserve, il positionne le concept de remplacement. Il dit l'armée de réserve, c'est ce qui remplace les hommes par les femmes, les hommes par les enfants, et un Yankee par 3 Chinois. C'est-à-dire que dans le rapport qualitatif dialectique, le rapport du remplacement, il est le plus déployé dans le remplacement immigré. On a mis les femmes au travail pour casser le coût du travail. Un ouvrier dans les années 30 ou un employé de la RATP faisait vivre sa famille avec un salaire. Aujourd'hui, un conducteur de bus, si sa femme ne travaille pas, il ne peut pas vivre. Donc il y a une paupérisation généralisée qui nécessitait la mise au travail des femmes. La mise au travail des femmes, bon, c'est peut-être émancipateur pour quelques bobos narcissiques, mais je veux dire que ce n'est pas émancipateur pour la nana qui part à l'usine. Et l'immigration, c'est donc un problème de substitution-remplacement. On remplace, dit Marx, un Yankee par 3 Chinois. Parce que 3 Chinois, ça va coûter le prix d'un Yankee. Et alors, il y a une autre thématique qui est énormément développée dans les articles de Marx du New York Daily Tribune sur l'Afrique, sur l'Asie, et qui reprend d'ailleurs toute la thématique hegelienne de la rationalité dans l'histoire. Marx définit des populations à temporalité immobile et des populations à temporalité dynamique. Tout le monde a vécu la communauté organique initiale, sur toutes les latitudes. Mais il y a eu en Afrique et en Orient un phénomène spécifique, et il y a eu en Europe un autre phénomène spécifique. En Europe, la rencontre explosive de la décadence romaine et des invasions germaniques a créé une insurrection communeuse permanente, parce que les Germains qui sortaient de la forêt et qui ont fait justement cette grande invasion sur les restes de l'Empire romain, développaient une organisation sociale, la marche germanique, qui était communiste. Ce qui fait qu'on retrouve de Brest au fin fond de la Russie, une organisation spécifique, les communaux, en Russie, le MIR. Vous allez dans n'importe quel village de France, on trouve encore un espace qui s'appelle les communaux. C'est-à-dire que pendant des siècles, les paysans avaient une appropriation commune de la terre, en résistance aux seigneurs, en résistance au fiscalisme, en résistance à l'Église. Et c'est d'ailleurs pour ça que le grand projet capitaliste, Henri VIII en Angleterre en a été le grand initiateur, et on retrouve ça ensuite en séquence parcellaire dans tous les autres pays, ça a été la destruction des communaux pour que les paysans soient effectivement expropriés. Les gens ne sont pas partis à l'usine par plaisir. Les paysans n'ont pas dit un jour « Ah, c'est chouette, on va à la ville ». On leur a détruit leur ancestralité communeuse où ils vivaient. En Angleterre, on a parqué, on a parqué les moutons, il y a eu le phénomène des enclosures, on marquait au fer rouge les paysans qui luttaient. Enfin, je veux dire, il y a eu, Marx a fait un fameux chapitre sur l'accumulation primitive. L'Angleterre, d'Henri VIII, c'est un camp de concentration terroriste où on massacre des milliers de paysans pour leur prendre leurs terres. Donc, tout ça a produit en Europe une spécificité radicale qui fait qu'en Europe, en 1844, on a, de manière claire et nette, en synthèse de toutes les luttes radicales qu'il y avait eu, un projet défini d'abolition d'État et d'abolition de l'argent. En Afrique et en Orient, il y a eu des luttes parcellaires, il y a eu des luttes généralisées, mais on n'a jamais abouti à la compréhension de la nécessité d'abolir l'argent et d'abolir l'État. C'était toujours des luttes pour recomposer l'argent et recomposer l'État, parce que nous dit Marx, au sortir de cette révolution néolithique, se sont créés
de vastes systèmes étatiques et para-étatiques, empire chinois, empire indien, qui ont complètement paralysé la structure sociale autour justement d'un mode de production étatique. Donc, au sortir du néolithique, l'Orient est tombé dans une léthargie passive, alors que la contradiction entre l'Empire romain et les invasions germaniques a fait naître un volcan insurrectionnel en Europe de l'Ouest. Donc, quand en 68, on vit cette gigantesque explosion radicale qui fait renaître l'esprit communard, l'incendie de radicalité, vous avez Bouygues, vous avez Peugeot, vous avez Renault qui vont voir Pompidou et qui lui dit « c'est pas possible tout ça ». Alors, il n'y a pas de complot. C'est l'immanence de la marchandise qui met en marche cette immigration massive. Mais il y a toujours eu, au moment, les premiers mouvements d'immigration organisés par le patronat dans les mines au début du siècle, c'est pour casser les luttes. C'est pour casser les luttes. C'est pour casser les luttes. Le type qui arrive du fin fond de son gourbi ancestral, il ne sait pas ce que veut dire abolition du salariat, il ne connaît pas les luttes radicales qu'il y a eu. C'est-à-dire, la commune de Paris, elle est à Paris. Elle n'est pas à Bangkok ou à Sao Paulo. Il y a une histoire radicale des luttes de classe en Europe qui est l'expression la plus poussée et la plus subversive de l'histoire humaine. Et c'est elle qui a produit les textes radicaux et les mouvements radicaux qui ont créé la première internationale. Ce mouvement subversif qui a dit abolition du salariat et de l'État. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, à partir des grandes grèves de 68, c'est la nécessité de ne plus jamais revoir l'esprit communard émerger. C'est-à-dire qu'à la banlieue ouvrière, qui sur son zinc, avec son Côte-du-Rhône et sa rillette, refaisait le monde en imaginant la possibilité de l'abolition du salariat, on a substitué des banlieues qui sont implantées à partir de populations afro-orientales qui ignorent même l'idée de cette abolition du salariat. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui en banlieue, j'arrive parce que je suis dans la merde là-bas, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir un bon boulot, où je trafique. Mais je ne veux jamais avoir l'abolition du salariat. Les banlieues ouvrières, il y a 40 ans, disaient abolition du salariat. Les banlieues aujourd'hui, elles disent donnez-nous de l'argent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous sommes en domination totalement réalisée du capital. Plus rien n'échappe à la logique du capital. Donc, si l'immigration, à travers les discriminations positives, les chartes de l'immigration, est devenue en quelque sorte le panégyrique théâtral et esthétique du capital, le cœur stratégique du capital, c'est pas par hasard. C'est que l'immigration est aujourd'hui la clé de voûte d'un remplacement de population qui doit casser les luttes de classe. Alors il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui parlent de remplacement, mais ils parlent de remplacement sur des bases complètement débiles. Je veux dire, le capital ne veut pas remplacer les blancs parce qu'il veut mettre des gris, des jaunes ou des bleus. Il s'en fout, le capital. Il veut remplacer des populations parce que les populations antérieures étaient radicales et subversives. Donc, il ne peut pas y avoir de critique du capitalisme sans une critique radicale de l'immigration. Mais il ne peut pas y avoir aussi de critique radicale de l'immigration sans une véritable critique radicale du capitalisme. C'est-à-dire que c'est une synthèse dialectique de conscience offensive. Et donc, tous ceux qui gueulent contre l'immigration sans voir les luttes des classes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Le cœur du problème de l'immigration, c'est la lutte des classes. Parce que c'est pas du tout présenté comme ça dans le débat public. On est à des années-lumière de ça. Mais bien sûr. Le capital, il se fout d'avoir des populations qui vont à Saint-Nicolas-du-Chardonneret par convoi entier. C'est pas subversif, ça. Ce que le capital veut effectivement supprimer, c'est le communard ouvrier radical qui, en mai 68, a des millions d'exemplaires, a conspué Ségui à l'usine de Billancourt en disant « on ne veut pas reprendre le boulot, nous ce qu'on veut c'est un autre monde ». L'autre monde, il est consubstantiel à la conscience radicale de la paysannerie européenne qu'il l'a transmis à la classe ouvrière européenne. Et Marx d'ailleurs dit un truc très important, il dit l'ouvrier européen qui devient américain, à travers la question juive et le capital, il devient une masse indistincte complètement réactionnaire. L'ouvrier italien et l'ouvrier allemand qui arrivaient aux États-Unis, les premiers mouvements ouvriers américains, les IWW, c'était des mouvements radicaux. Mais à la génération suivante, le type était absorbé dans le mode de la marchandise américaine et il n'y avait plus de radicalité. C'est-à-dire que la radicalité subversive qui nous ouvre la porte de la tradition primordiale communiste,
elle est génériquement, elle est ontologiquement enracinée dans notre être générique, dit Marx, l'être générique européen qui découle justement de ces marches germaniques qu'ont fait péter l'Empire romain et qu'ont constitué à travers les communaux une lutte de classe permanente et radicale qu'on n'a jamais vue ailleurs de par le monde. Ouais, il n'y a pas d'autres exemples? Alors, il y a eu en Chine, il y a eu en Argentine des mouvements, mais des mouvements qui ont la radicalité de la lutte de classe prolétarienne européenne sur une claire conscience radicale, ça s'est jamais vu. Imaginez-vous que pendant la guerre d'Espagne, il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas les républicains et les fascistes. Il y a les républicains, les fascistes et les subversifs. Et à Barcelone, Simone Veil, George Orwell, et ce sont les républicains qui vont massacrer. Franco, quand il arrive à Barcelone, il n'y a plus de subversion sociale contre l'argent et contre l'État, parce que les communes ouvrières et paysannes de Barcelone, du pays de Valence et du pays d'Aragon ont été exterminées par le camp républicain. Par le camp républicain. Donc c'est pour ça que les groupes radicaux à cette époque-là disaient « l'antifascisme est le pire produit du fascisme ». Et aujourd'hui, l'antiracisme est le pire produit du racisme. L'antifascisme a été la religion du XXe siècle pour que la modernisation capitaliste élimine les illusions fascistes ou national-socialistes qui voulaient combiner la communauté et l'argent. La modernité du capital par l'antifasciste a réalisé la liberté despotique de la démocratie en liquidant tous les groupes radicaux, en particulier à Barcelone. Aujourd'hui, l'antifascisme s'est transmuté en antiracisme. C'est la religion capitaliste du XXIe siècle pour, par le grand remplacement, tuer définitivement la lutte des classes et faire de nous des immigrés, mais des immigrés au sens où l'histoire radicale migre de notre corps. L'immigration, c'est pas simplement des immigrés qui viennent ici. C'est une immigration conceptuelle, générique et ontologique qui nous fait sortir de notre propre histoire. Combien de jeunes Français de souche, aujourd'hui, connaissent l'histoire radicaux des groupes radicaux qui, de la Première Internationale à la Commune de Paris, ont défendu le projet radical de l'émancipation humaine? Personne, je pense. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit de faire migrer la conscience hors de l'homme.